Donc, on va parler de la dysfonction rénale au cours du septisme. Initialement, lorsqu'on m'a demandé de préparer le cours, je me suis dit, c'est facile. Voilà le contexte qu'on sait toujours tout le monde. Sepsis, insuffisance rénale, nécrose tubulaire aiguë. C'est ça que vous avez tous comme prérequis, je suppose. Oui, c'est pas ça du tout. Alors, on va commencer pour parler tout d'abord de la prévalence de l'insuffisance rénale en réanimation. Je vais un peu parler du cours qui a été déjà préparé avant. Donc, la prévalence, elle est de 53%. Et dans ces 53% des patients qui ont eu une insuffisance rénale en réanimation, 13% ont eu recours à l'épuration extra-rénale. Cela veut dire, excusez-moi, que l'épuration extra-rénale est une thérapeutique à part entière dans le traitement de l'insuffisance rénale en réanimation. D'autant plus, dans cette même revue, il s'est avéré que l'association entre insuffisance rénale en réanimation tout patient venant, et le sepsis, il y avait une relation de causalité. Sepsis et insuffisance rénale. Plusieurs études donc ont été faites, et la plus connue qui a été publiée en 2011, qui recherchait les facteurs prédictifs et, je ne dirais pas les facteurs de risque, mais les facteurs associés à la prévalence de l'insuffisance rénale au cours du sepsis. Ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs facteurs associés, je dis bien facteurs associés, non pas facteurs de risque. Il y avait des facteurs associés avec un bon pronostic, c'est le fait d'avoir une fonction rénale correcte lors de l'admission en réanimation, lorsqu'il y avait une ressuscitation, une réanimation bien conduite, bien que là, je m'attarde un petit peu pour vous dire que dans cette étude, c'est critiquable ce nom de dire, le fait de dire une réanimation adéquate. C'est critiquable, mais ce sont des bons facteurs associés, ce qui veut dire que chez les personnes ayant un sepsis et n'ayant pas développé une insuffisance rénale, le fait d'avoir une bonne fonction rénale à l'admission et avoir une bonne réanimation, ça a diminué la survenue de cette insuffisance rénale. Par contre, ce même article a montré qu'il y avait plusieurs facteurs associés aggravant, disons, la survenue de l'insuffisance rénale, qui est une complication irrévocable. Lorsque le patient fait son choc septique, on est sûr d'avoir une défaillance d'organes, et la première défaillance d'organes, c'est la défaillance du rein. Donc, il y avait plusieurs facteurs associés qui sont des facteurs aggravants, comme l'utilisation des IUC, comme les infections intra-abdominales, les scores donc, de pronostic élevés et surtout la transfusion sanguine. Pour rester dans la même optique et pour un peu comprendre et initier la physiopathologie du choc septique et celle de l'insuffisance rénale, on sait tout le monde que le choc septique passe par plusieurs phases. La première phase, c'est schématique. La première phase, c'est la phase pro-inflammatoire. Il y a une deuxième phase anti-inflammatoire. Il y aura une cascade d'événements avec sécrétion d'interleukines, sécrétion de la nouvelle tendance du hénosynthase. Tout ça va conduire à une lésion anatomique du rein. OK? Endothélium, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, la physiologie était simple pour nous avant, 2004, disons. Insuffisance rénale au cours du sepsis, on avait plus diagnostiqué à éliminer. L'insuffisance rénale fonctionnelle et on commençait à remplir le patient. Allez, vas-y, donne-lui de la flotte, il va pisser. La deuxième physiopathologie, c'était la nécrose tubulaire. Il va récupérer après 3 semaines. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on me disait avant quand je faisais de l'arrière médicale. Ne vous inquiétez pas, il va récupérer au bout de 3 semaines. C'est la nécrose tubulaire. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Eh bien, je vous invite à entrer dans la physiologie et ce multiverse de folie. J'ai trouvé que ça sonnait bien. Eh bien, figurez-vous que l'insuffisance rénale au cours du sepsis
elle passe par plusieurs concepts. Il y a le concept hémodynamique, il y a vraiment une insuffisance rénale fonctionnelle. Il y a un concept de biologie cellulaire interactive qu'on va développer. Il y a la notion d'ischémie cellulaire et il y a l'iatrogénie. Ces quatre concepts vont se superposer. Ils vont faire que l'insuffisance rénale au cours du sepsis n'est pas aussi évidente sur le plan physiologique qu'on le croit. OK? Commençons par le premier concept, le concept hémodynamique. On sait très bien que le concept hémodynamique, il est bien clair au cours du sepsis. On a l'hypovolémie, elle peut être vraie et relative. On a le vasodilatation par l'atteinte endothéliale. Et pour mes amis anesthésistes réanimateurs qui ont assisté au congrès, donc on a eu une grande partie sur ça, sur l'atteinte endothéliale lors du choc septique. Et le troisième mécanisme qui explique ce concept hémodynamique, c'est la dépression myocardique. On va les voir un par un. Pour l'hypovolémie, c'est clair, net et précis. Il y a une hypovolémie vraie lorsqu'il y a un retard de remplissage, lorsqu'il y a un retard de prise en charge de l'état de choc septique. Il y a l'hypovolémie relative, secondaire à la vasoplégie, qui, pour nous, c'est le primum movens du choc septique. Et il y a la diminution du débit cardiaque par donc diminution, voilà, une atteinte directe du sepsis au niveau du cœur. Et surtout, il y a la redistribution sanguine vers les organes, parenthèse noble, où il y aura une diminution du débit sanguin rénal. Jusqu'à là, c'est clair. Pour la vasodilatation, et cette notion de vasoplégie, eh bien, c'est simple. Lorsqu'il y a un sepsis, il y a une sécrétion de haineux. Deux types, je ne vais pas m'attarder sur ça, le haineux. Donc, ce produit endogène est un très fort vasodilatateur. Il va faire qu'il inhibera la vasoconstruction des cellules musculaires lisses. Il va diminuer la prolifération des cellules musculaires lisses. Il joue un rôle dans l'agrégation plaquettaire, et on va voir ça parce que ça va se surposer avec un autre mécanisme physiologique. Et il y aura une inhibition de la transcription nucléaire des molécules d'adhésion leucocytaire. OK. Vasodilatation, il nous reste la dernière partie, c'est la dysfonction myocardique. Là, c'est clair, donnez-le le mot que vous voulez, ça peut tout beau, suffisance cardiaque, tout ça. Mais le mécanisme physiopathologique est essentiellement dû à une anomalie dans des récepteurs bêta-1 adrénergiques, à des anomalies du métabolisme phosphocalycique, à le phénomène d'ischémie, nécrose et myocardique, donc diminution de l'apport oxygéné au myocarde, et surtout à l'effet inotrope négatif de certaines endotoxines bactériennes et surtout des cytokines comme l'interleukine 6. OK? Il y aura donc un orage inflammatoire au niveau du cœur et bien sûr, on n'oubliera pas la dysfonction globale avec une dysfonction de la fonction systolique et diastolique du cœur lors du choc septique. Tout ça fera qu'il y aura une diminution de la perfusion rénale, et qui dit diminution de la perfusion rénale, dit une diminution de la fonction rénale. Les débits sont diminués, il y aura une diminution de débit de filtration glomérulaire, et tout ira dans le sens d'une insuffisance rénale. Il y a un troisième phénomène physiopathologique, c'est qu'au cours du sepsis, et surtout lors de la sécrétion des interleukines, et essentiellement là, vous interroge sur l'interleukine 10, très peu connu, c'est lui qui va dérégler l'autorégulation glomérulaire, l'artère afférente et efferente. Donc, il y aura un dérèglement de la filtration glomérulaire. Donc, voilà, il y aura une diminution de la filtration. Tout ça, c'est beau. Mais est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on parle de la dysfonction rénale, on a tendance à séparer deux concepts différents. Et là, j'invite mes amis néphrologues
il y a la fonction glomérulaire et la fonction tubulaire. Et bien, au niveau du choc septique, elle est concomitante. Il y a les phénomènes qui vont agir sur le débit de filtration glomérulaire et de phénomènes, on va les voir petit à petit, qui vont agir sur la réabsorption et la sécrétion tubulaire. Donc, il y a deux mécanismes qui diffèrent. C'est pour cela qu'on va voir au niveau cellulaire qu'est-ce qu'il y a comme changement physiopathologique. Donc, sepsis égale inflammation. Clair et net. Il y aura une inflammation avec sécrétion des toxines, des interleukines pro-inflammatoires. Tous ces cascades, je ne vais pas rentrer dans l'immunologie, tous ces cascades auront deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y aura une altération de l'endothélium. Cette altération de l'endothélium, il y aura une diminution du coefficient de réflexion de l'endothélium. Donc, les cellules qui étaient normalement dans le sang vont transvaser vers le milieu interstitiel et particulièrement les PNN, on va voir après avec l'immunomodulation. Le deuxième phénomène très important et surtout à prendre en considération, c'est les phénomènes procoagulants. En effet, lorsqu'il y aura une prolifération, une inflammation, les sécrétions des facteurs de l'inflammation vont activer le complément. Et qui dit activation du complément dit thrombose. Donc, il y aura des microthrombes au niveau du rein. Je m'arrête un petit peu pour vous parler de la vascularisation des reins pour les mésanines néphrologues diffère entre la corticale et la médulaire. Et ça, ben, il y aura des ischémies seront médulaires essentiellement, pas corticaux. Donc, les cellules qui vont le plus souffrir de ces microthrombes, ce sont les cellules tubulaires. Là, on commence à voir qu'il y aura une atteinte tubulaire précoce aussi lors de l'insuffisance rénale au cours du sepsis. Pour l'immunomodulation, eh ben, tout repose sur cette extravasation des PNN vers le milieu interstitiel. Ils vont, par chimiotaxisme, activer aussi là le complément tissulaire. On aura des lésions tissulaires, on aura de sécrétion de facteurs de l'inflammation et on aura surtout une exacerbation des lésions inflammatoires au niveau du rein. Donc, c'est un rein qui est inflammé. Troisièmement, pour la cellulaire, il faut revenir à nos acquis fondamentaux, c'est qu'il y aura une activation du système rénine-angiotensine. Donc, il y aura une vasoconstriction de l'artère efférente et de l'autre côté, il y aura une sécrétion locale d'acide arachidonique et des prostaglandines qui, de l'autre côté, on aura une vasodilatation de l'artère afférente. Donc, en fin de compte, le glomérule va souffrir. OK? Donc, la fraction filtrée de glomérule va commencer à souffrir. Il n'y aura pas de bonne filtration par le glomérule et il y aura plutôt une perte des substances. Par une filtration, par une modification des jeux de pression et des lois de Starling. Troisième concept, c'est le concept d'ischémie cellulaire. Ben, simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, les cellules vont avoir une hypoxie. Cette hypoxie va être majorée par les inflammations du milieu du rein et on aura une mort des cellules. Et ça, c'est ce qui est expliqué, donc, la nécrose tubulaire aiguë. Les cellules, le tubule, c'est ça. Le temps que, les 3 semaines, c'est le temps que ça se dégage. OK? Bah, ça, c'est la lésion tissulaire et surtout, c'est ce qu'on appelle la néphropathie septique. Enfin, pour finir avec ce phénomène donc, cellulaire, cette mort cellulaire, il y a tout simplement l'apoptose. L'apoptose, la normale, c'est physiologique, c'est une mort programmée de la cellule. Mais des fois, lorsqu'on est dans un milieu inflammé, on est un milieu où il y a une agression, cette apoptose devient dérégulée et devient pathologique. Elle se fera en 3 phases. Il y aura une phase d'initiation, une phase de décision où la cellule elle-même va se suicider. Donc, elle va
s'auto-programmer pour mourir, là, elle ne va plus être fonctionnelle et sera dégradée. Le problème, mais c'est lorsque cette cellule va mourir, elle va créer donc une inflammation aux alentours avec les autres cellules, ce qui va aggraver l'inflammation locale et aggraver et déclencher l'apoptose des cellules voisines. Point de compte, c'est le charabia. Et ce qui me tient à cœur maintenant, pour nous les réanimateurs, c'est l'iatrogénie. Eh bien, en faisant la recherche, moi, j'avais toujours dans l'esprit qu'il y avait certains produits néphrotoxiques, d'autres non. Et j'étais un peu pas inquiet lorsque je donnais de l'augmental. Mais figurez-vous que tout produit iatrogène, il est potentiellement néphrotoxique. Et je vous invite à voir cette bibliographie. Tous les produits, quels qu'ils soient, sont néphrotoxiques, y compris le paracétamol, mes amis. Y compris le paracétamol. Ben, tout simplement parce qu'il y a des facteurs qui font que ce produit, apport d'électrogène, devient pathologique. Il y a des facteurs liés au patient lui-même, un âge supérieur à 65 ans, les femmes, les maladies rénales chroniques, les comorbidités avec risque rénal, le sepsis. Ça fait qu'à chaque fois qu'on donne un produit lorsqu'on est en sepsis, il y a une augmentation du risque de néphrotoxicité du produit, la déshydratation, quelle que soit extracellulaire, voilà, intracellulaire, et surtout la défaillance dynamique. Vous voyez qu'au cours du sepsis, quel que soit le produit qu'on donne, on risque d'être un néphrotoxique. OK? Il y a aussi des produits, des conditions liées au médicament lui-même. C'est sa néphrotoxicité intrinsèque. Lorsqu'on le donne en surdosage. OK? Lorsque le produit est pris avec une grande durée, et surtout lorsque la prise est itérative, l'utilisation rapprochée et les interactions avec les autres produits. Donc, pour résumer, l'utilisation des antibiotiques est fréquente. J'ai essayé de résumer donc, différentes néphrotoxicités. Il y a la lésion post-rénale, surtout les lithiases, qui est surtout associée à l'utilisation des antirétroviraux. Il y a les déculopathie, les aminosides, les obstructions intratubunaires pour les quinonones et les amoxicillines, et les néphrites interstitielles aiguës pour les bêta-lactamines et les ciprofloxacines. OK. Le remplissage. Moi, je vais dans le remplissage. Et bien, figurez-vous que remplir un patient en état sceptique fera que vous ayez le rein. Le remplissage non monitoré, non bien conduit, tout ça est néfaste pour le rein. Je ne vais pas parler de quel sérum, on va le dire après, mais il faut savoir que lorsqu'on remplit, on augmentera la pression veineuse, le rein sera engorgé, il y aura une augmentation de résistance vasculaire rénale, il y aura augmentation de pression extrinsèque, surtout par l'hypertension intra-abdominale, et j'invite tout le monde, lorsque le patient est en réanimation intubée, ventilée, de prendre, voilà, d'avoir l'expérience de calculer ou de mesurer la pression intra-abdominale au moins 2 fois par jour. Ça, ce n'est pas notre sujet. Donc, il y aura une augmentation des pressions, interstitielles avec un œdème rénal. Et par conséquent, on aura une diminution du gradient d'ultrafiltrat et augmentation de la pression tubulaire. Ça, c'est le fait de remplir. Le fait de remplir, c'est délétère. C'est clair, net et précis. On va voir quel produit de remplissage y est plus délétère par rapport à l'autre. Pour ça, dans cette même étude, une revue de la littérature en fait. Dans cette même revue de la littérature, là c'est clair. L'hydroxyamidon et gélatine. Les macromolécules. Les macromolécules. Là c'est clair. Reste que les autres. Et bien, ils ont trouvé qu'il n'y a pas trop de différence entre les différents solutés utilisés. Ce qui est sûr, la bonne technique, c'est avoir une technique restrictive dans le remplissage.
du moins une technique monitorée du remplissage. Ni trop remplir, ni laisser vide. C'est ça. Tout ça, qui ressort de cette revue de la littérature, il n'y a pas de différence entre les différents colloïdes. C'est clair que c'est la quantité qui prime sur la qualité du produit à utiliser lors de notre remplissage. Je m'arrête un peu. Le sérum physiologique qu'on utilise, certes, il est prouvé qu'il est néfaste par l'effet. Allez, c'est sérum néfaste. L'hyperchlorémie, allez, c'est l'hyperchlorémie. علاش؟ Bravo. عنده un effet vasoconstricteur. Le chlore a un effet vasoconstricteur. C'est pour cela qu'il est néfaste. L'hyperchlorémie donne un عليها. تفوت 105, 106, تفوت 111 وقت الصراع. Donc voilà. Donc, l'iatrogénie joue un rôle très majeur dans l'insuffisance rénale lors du septique. ما تمتقولش عمل l'insuffisance rénale خاطر septique. شوف انت راك عملت معاه. Donc notre prise en charge احنا de l'état de choc septique, انت باش تبدا تخدم تقول الخمم je dois protéger le rein. On va intercaler la prise en charge du traumatisé crânien au rein. Et on va voir qu'on aura les axos du rein. Mais je m'attrape encore plus le remplissage. Dans cette étude fort intéressante, ils ont en fait monitoré la créatinine en fonction du remplissage. Et bien, ils ont trouvé que lorsqu'on fait un remplissage de 1 litre pendant 6 heures, et ben, on va diluer la créate. Et lorsqu'on dilue la créate, lorsqu'on fait le bilan biologique, la créate devient un très mauvais prédicteur, voilà, un très mauvais signe d'insuffisance rénale. Habito, la créate fait des splash, mais vous l'avez dilué en fait. Ok? C'est pour cela que le remplissage est très délétère. Je vous sensibilise sur ça. Ok? Donc, il y aura un retard diagnostic biologique de l'insuffisance rénale pour l'acute kidney injury. Je n'aimerais pas le mot insuffisance rénale. Ok? Les acquis. Donc, 2 minutes pour vous parler des nouveaux facteurs, voilà, des nouveaux examens biologiques à faire. Comme il y a plusieurs autres examens, et ben, il n'y a pas encore eu de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Je parle de l'insuffisance rénale lors de l'état de choc septique. OK. Autre paramètre que j'aime bien, surtout dans mon service, c'est de lutter contre l'hyperoxie, mes amis. Un patient intubé, 150 PaO2, فرحانين بالسكول. Un rapport supérieur à 300, l'escole فرحان. Or, l'hyperoxie est très délétère, mesdames et messieurs. Elle est très délétère. On le sait qu'elle est délétère au niveau du poumon. Là, ça commence à apparaître qu'elle est délétère aussi pour le rein. En effet, l'hyperoxie, elle aura 2 effets. Un effet hémodynamique et un effet cellulaire. Il y aura une diminution du débit cardiaque et il y aura une augmentation de résistance locale au niveau du rein. D'un autre côté, il y aura une sécrétion du ROS, donc les produits oxydants. Il y aura une augmentation de l'interleukine 6, l'interleukine 6, et il y aura une augmentation de l'endothéline. En fin de compte, l'hyperoxie, toute la pathologie, toute la physiopathologie du choc septique. Faire cellulaire, ou faire volémique, donc il y aura une nécrose tubulaire, une apoptose, une fibrose des glomérules et une diminution du débit rénal. Ils sont acquis. La défaillance circulatoire, elle est grave et aggrave l'insuffisance rénale. Il y aura une dysfonction de la microvascularisation. Donc, il y a 2 phénomènes, la macrovascularisation et la microvascularisation. Il y a des lésions tubulaires associées aux lésions glomérulaires. Et surtout, c'est un processus dynamique. Ce n'est pas un processus ponctuel, c'est dynamique. Ce qui reste à comprendre, rôle de la coagulation. On sait qu'il y a des phénomènes procoagulants, mais on ne sait pas si on peut intervenir au niveau de ça. Il y a la participation immunologique
est-ce qu'on est en droit, vu que c'est un phénomène inflammatoire, de donner des anti-inflammatoires? Et surtout, il y a la notion de grande variabilité. Je vous invite à savoir cette notion, c'est la notion de masse néphronique fonctionnelle. Ce n'est pas tout le monde qui va développer la même insuffisance rénale au même timing, avec les mêmes conditions. Il y a des personnes qui ont un capital néphronique plus grand que d'autres, donc ils ont une fonction plus importante, donc ils peuvent présenter l'insuffisance rénale, mais tardivement par rapport à d'autres. Donc c'est ça la notion de masse néphronique. Et je vous sensibilise encore plus là aux ARSOS, ce sont les agressions rénales secondaires d'origine systémique, comme ceux des axones. C'est exactement les mêmes. L'hyperoxie, c'est néfaste. L'hypoxie, c'est néfaste. L'hyperglycémie, elle est néfaste. L'hypoglycémie, elle est néfaste. Tout ça doit être pris en considération dans notre prise en charge. Donc, les ARSOS. S'il y a une insuffisance rénale lors du septique, il faut faire attention à notre intervention dans la prise en charge. Donc, cette vision simpliste, ben, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas ça. OK. Épuration rénale et rein septique. Donc, je préparais le mais je vais le simplifier. Il n'y a pas de différence entre les techniques d'épuration, quelles qu'en soient. L'intermédiaire, l'hémofiltration, l'hémodialyse, l'hémodiafiltration. Chaque technique a ses avantages. D'autres techniques ont leurs problèmes. Ce qui est sûr, c'est que certaines de ces techniques sont mieux tolérées lorsque l'état hémodynamique n'est pas bien, d'autres le sont moins. D'autres, on peut l'utiliser pour un patient qui peut se déplacer, d'autres non. Le patient doit être allaité, ce qui aggrave en réanimation, augmentation de temps d'hospitalisation. Donc, ça peut augmenter la mortalité. Donc, il n'y a pas vraiment, selon toutes les études, toutes les méta-analyses, il n'y a pas de différence entre les techniques, quelle que soit la technique qu'on veut utiliser dans notre prise en charge. C'est clair. Je ne vais pas m'attarder, mon filtration, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Et par contre, la question, la question qui se pose toujours, c'est quand initier. C'est quoi le cas? Après tout, l'objectif principal est dans l'hémofiltration pour le septique, non. Dégager les liquides. C'est d'abord l'inflation liquide. Ah oui, l'objectif intérêt, c'est de dégager les liquides. Je n'ai pas besoin d'épurer. La diurèse d'être casse, j'ai besoin de régler mon bilan entrée et sortie, c'est tout. De le garder. Donc, d'ailleurs, نرجع ما مثالش في الواحد يقول لك الفلويد كلهم عندهم الفلويد on diminue le fluide intravasculaire. Donc, احنا اول objectif تاعنا هذاك. علاش؟ على خاطر راهو la filtration des produits toxiques, la filtration des éléments, surtout des cytokines, les 6 ou 10. Mais ça est bien mis en évidence dans l'hémodialyse ou l'hémofiltration. Voilà. C'est vrai que c'est bien, mais le résultat, mortalité, il n'y a pas de différence. Donc, il y a la question essentielle pour moi qui se pose, c'est quand initier. Portage une insuffisance rénale lors du sepsis, quand je vais commencer mon épuration rénale. Eh bien, il y a eu une méta-analyse. Il y a eu une méta-analyse qui a été faite en 2016. Une étude faite en 2016. Prospective multicentrique. Ils ont pris 620 patients. Ils les ont randomisés en 2 groupes. Ils ont comparé 2 techniques, 2 stratégies. Une stratégie précoce, ils commençaient dans l'épuration rénale dès qu'il y a un passage d'Anaki 1, 2 vers Anaki 3 de la classification Katibo. Et la deuxième groupe, c'est qu'ils faisaient une initiation tardive. Et d'ailleurs, c'est le cas, j'ai demandé à mes collègues, c'est le cas des plupart des services en Tunisie. Ils commencent dans les 2 au mois de Eh bien, ma grande surprise aussi, il n'y a pas de différence de mortalité à J60. Certes que dans la gestion donc, des fluides et dans la gestion précoce, c'est bien,
Mais en termes de morbidité et mortalité, eh ben, il n'y a rien, il n'y a pas de différence. Entre AG60, il n'y a pas de différence. Ceux qui vont mourir vont mourir, ceux qui